Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel, un fait. Arc-en-ciel, animation festive. Comme ça a été annoncé, l'émission Arc-en-ciel tient ses promesses. Nous sommes heureux d'être en ligne avec notre ami Michael Kirtley. Bonjour. Bonjour Ablatif, ça fait plaisir d'être de retour. Eh bien écoutez, le plaisir est pour nous et pour l'ensemble de notre auditoire. Et l'idée de cette émission, c'est d'alimenter et d'enrichir le débat avec des pour et des contre. Et l'objectif, c'est que l'auditoire puisse forger son point de vue à lui. Il faut bien préciser à notre auditoire que M. Michael Kirtley est observateur international, expert en géopolitique du monde arabe et des États-Unis, grand reporter international, conseil international en communication. Je suis convaincu que Michael t'a pu suivre les deux interventions auparavant de M. Lamarck et de M. Olivier. Quelle conclusion tu peux nous faire à travers ces deux interventions avant de commencer notre débat concernant la politique migratoire américaine? Encore une fois, bonjour à l'auditoire. D'abord, je pense qu'il faut souligner que il y a une différence entre une politique et une vérité. Il y a une différence entre ce qu'on peut appeler donc une mesure et une impératif. Et aujourd'hui, quand on parle de par exemple, la politique migratoire, c'est très souvent une question de pragmatisme plus que de réalité, de nécessité. Et par exemple, chez moi aux États-Unis, je crois que c'est le débat à l'ordre du jour, nous avons un pays qui, pendant de très longues décennies, n'avait pas de politique migratoire, surtout par rapport aux Européens. Il n'y avait pas ce qu'on appelait des immigrants, des clandestins ou des immigrants illégaux, comme il existe aujourd'hui. Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que l'Amérique a commencé, après un siècle d'existence, à mettre en place donc des lois concernant l'immigration. Et à travers des décennies qui advenaient, il y avait d'abord une politique contre les catholiques, il y avait une grande politique à partir de 1924 contre les Asiatiques, et en 1965, il y a eu un grand acte qui s'appelle l'acte d'immigration et naturalisation, qui a décidé qu'il y avait un système de quotas qui allait être mis en place, qui favorisait toujours largement des Nord-Européens sur l'échiquier et qui, dans un sens, défavorisait ceux qui pouvaient venir du Mexique ou bien de l'Amérique latine en général. Et tout le problème que nous vivons aujourd'hui provient de ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y avait, dans un sens, par cet acte en 1965, il y avait une ouverture, beaucoup plus ouverte sur le reste du monde qu'auparavant. Les Asiatiques et même des personnes qui provenaient d'autres pays étaient bien plus accueillis par ce système de quotas. Néanmoins, il y avait un regard plutôt suspect par rapport aux Hispaniques. Donc, au fil des années, il y a eu néanmoins une ouverture par rapport aux migrants, aux travailleurs migrants qui allaient venir vers les États-Unis, qui pouvaient venir un peu comme ils voulaient. Et ça, c'était par la loi. Donc, je pense que pour revenir à ta question, c'est souvent une question de loi et pas une question de vérité qui existe dans le monde. C'est-à-dire que vos intervenants, et surtout celui qui vient de passer
a parlé de l'impératif par rapport à ce qui concerne les grands pouvoirs et quel est le pouvoir et quel est le standing de l'Amérique dans le monde. Mais ce standing n'existe pas uniquement à travers un pouvoir politique ou un pouvoir temporel. Ça existe aussi à travers une idée. N'oublions pas que l'Amérique était fondée sur des idées de grande démocratie et de grande liberté d'esprit et de libre arbitre et toutes ces questions, toutes ces valeurs pour lesquelles on s'est battu pendant à travers des guerres, à travers des manifestations, à travers beaucoup de sang écoulé, pour nous donner un pays où on pourrait être fier de faire partie de ce pays. Donc la question, pour moi, Donald Trump, il dit la même chose, il dit à peu près la même chose. Il dit que l'Amérique est fondée sur les valeurs et que nous devrions être fiers de ce pays. Mais c'est une idée de ce pays, je crois, qui est mise dans la balance. Personne ne va dire à Donald Trump qu'il ne faut pas défendre nos frontières. Personne ne va dire qu'il ne faut pas penser à l'hégémonie croissante de la Chine. Personne ne va dire qu'il ne faut pas penser au rôle proéminent des États-Unis dans le monde. Mais je crois que l'autre question, c'est ce que l'Amérique pense de son propre pays, c'est ce que comment les Américains et comment le monde extérieur pense de l'Amérique. Parce que si l'Amérique a gagné, à mon avis, ce pouvoir dans le monde, ce n'est pas uniquement grâce à son pouvoir militaire, c'est pas uniquement grâce à son pouvoir économique, mais c'est aussi grâce à l'idéal que représentait l'Amérique. Et je crois que c'est sur cette base-là qu'il faut aussi poser la question par rapport à la politique actuelle. Michael, les choses sont claires, mais la réalité maintenant, ce que nous vivons actuellement, comme tout le monde, nous vivons déjà un drame qui a fait la une du journal, donc et les réseaux sociaux. Cette histoire de séparer des enfants de leurs parents, on parle de l'immigration clandestine. Est-ce que, selon vous, représente réellement la vraie, et surtout avec une marche arrière qui a été faite récemment, il faut dire les choses telles qu'elles sont, est-ce que cela représente réellement la politique migratoire des États-Unis? Ça représente surtout la politique migratoire mise en place très récemment par Donald Trump. Déjà, n'oublions pas qu'il est venu au pouvoir en prenant des termes populistes et souvent très xénophobes, à la fois contre le monde musulman, mais aussi et surtout contre le monde latino. Il utilise souvent des termes pour définir ces populations venant du Sud comme des pestifères, il utilise des termes très dénigrants envers ces populations qui viennent du Sud. Donc, ça veut dire que Donald Trump crée une idée, en tout cas, il prône une idée qui d'ailleurs est reçue favorablement par ses supporters, que l'Amérique n'a plus la place pour ce genre d'immigrants. Je me souviens d'avoir lu que les premiers immigrants qui étaient bienvenus aux États-Unis dès l'époque de George Washington étaient des Européens. D'ailleurs, pendant de longues décennies, il n'y avait que des Européens blancs qui pouvaient devenir citoyens des États-Unis. Mais je pense que, dans un certain sens, Donald Trump est en train de prôner cette façon de penser. Donc, plus récemment, il a décidé de mettre en vigueur cette politique de zéro tolérance, ce qui veut dire que toute personne qui rentre clandestinement aux États-Unis, quoi que soit son passé, quoi que soit la raison pour laquelle il arrive clandestinement aux États-Unis, il est considéré comme un criminel. Ça, c'est très important comme décision et tout le reste suit de cela. Donc, sa logique est de dire que si la personne est d'ores et déjà considérée comme un criminel, il n'a aucun droit, et surtout le droit de garder ses enfants avec lui, comme les autres criminels n'auraient pas le droit d'avoir leurs enfants avec lui pendant qu'ils étaient incarcérés. Ce qui a donné cette malheureuse situation des enfants séparés de leurs parents.
et ce qui a donné le cri d'alarme qui a existé aux États-Unis dans les dernières semaines, non seulement parmi les opposants de Donald Trump, mais aussi parmi pas mal de ses supporters, y compris dans l'Église évangélique et chez certains grands politiciens comme Ted Cruz, par exemple. Et je crois que, comme pour beaucoup de choses dans ce que fait Donald Trump, il pousse la limite. Je crois que sa politique visuelle par rapport à tout ça était de pousser pour voir quelle allait être la réaction, créer un peu de chaos, même beaucoup de chaos, à travers une quantité d'agissements, de tweets, de déclarations, de speech. C'est-à-dire, dans un certain sens, il se donne beaucoup de liberté d'action parce qu'il peut se contredire 10 fois dans la journée. Donc, par rapport à cette politique migratoire, c'était un peu différent parce que il avait promis depuis le début, depuis sa campagne électorale, qu'il allait créer cette fameuse barrière, cette muraille entre le Mexique et les États-Unis. Et le premier muraille, c'est arrêter tous les immigrés illégaux qui viendraient d'emblée. Ça, c'est le premier muraille qu'il essaie de mettre en place maintenant, je crois, à travers sa politique de zéro tolérance. Et la deuxième phase serait la création de murs sur toute la frontière des États-Unis avec le Mexique pour contrecarrer à la venue d'immigrés clandestins, que ça soit de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale ou bien du Mexique. Donc, aujourd'hui, comme tu viens de le citer, il a été obligé de reculer un tout petit peu par rapport à tout ça. Il y a plus de 2300 enfants qui ont été séparés de force de leurs parents qui sont arrivés clandestinement aux États-Unis. Et actuellement, d'après ce que je vois, il a fait une déclaration mercredi, il a fait une déclaration signée pour arrêter cette action de séparer des enfants de leurs parents. Et je crois que jusqu'alors, il y a eu plus de 500 enfants qui ont été réunis avec leurs parents, mais ça veut dire qu'il reste 1800 enfants environ qui n'ont pas été reconstitués en famille, et en même temps, on ne sait pas comment ça va se faire. Et il est très possible que ça dure encore des semaines et des semaines. Et pourquoi ça crée tout ce remous? Tout ce remous? Parce que, encore une fois, je reviens sur comment est-ce que l'Américain voit son pays. Et je crois que la plupart des Américains comprennent que ceux qui viennent, contrairement au dire de Trump, que ceux qui viennent de l'Amérique latine ou du Mexique viennent pas parce qu'ils ont envie forcément de quitter leur pays, mais parce qu'ils ont envie de s'échapper soit à un problème économique, ou bien, et plus largement concernant l'Amérique centrale, par rapport à des problèmes de guerre ou des problèmes de violence qui touchent notamment la population juvénile. Donc, il y a un esprit humaniste aux États-Unis qui s'est élevé contre cette politique. Mais je ne crois pas que ça veut dire d'emblée que la politique du président Trump va changer. Je crois que, d'ailleurs, la politique de zéro tolérance ne s'est pas arrêtée pour autant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des nouveaux arrivés avec leurs enfants, on va accepter qu'ils restent avec leurs enfants jusqu'à ce qu'ils soient traduits en justice. Mais pour moi, il y a un grand problème, c'est que on distingue pas aujourd'hui facilement entre ceux qui arrivent simplement parce qu'ils ont envie de chercher une meilleure vie et ceux qui arrivent pour les vrais problèmes par rapport à leur vie. Et je crois que ce débat n'est pas terminé de toute façon. Mais je crois qu'il faut souligner que dans ce sens, le problème par rapport à la question d'immigration des latino-américains envers l'Amérique est quand même très différent de la situation que nous connaissons en Europe aujourd'hui. Il n'y a pas cette problématique qui a souligné M. Gilbert. Ce n'est pas la politique d'identité des États-Unis qui est en jeu. Ce n'est pas
ce n'est pas par rapport à cela, bien que les supporters de Donald Trump soulèvent souvent le problème que les gens ne parlent pas anglais, n'ont pas la même couleur que les blancs américains, etc. Mais je crois que cette politique est pure et simplement une politique xénophobe pour montrer politiquement qu'on est fort. On est fort, on peut protéger ses frontières. Il y a peut-être maintes autres façons de protéger les frontières. Il y a aussi un débat qui existe qui mettrait en cause la nécessité de la protéger aussi fermement, mais Donald Trump utilise cette politique à ses fins politiques, à lui-même, ce qui veut dire qu'il sait que ses supporters sont derrière lui s'il s'agit de protéger les frontières contre les immigrés. Et je dis encore une fois, ce n'est pas uniquement des immigrés venant du Mexique et de l'Amérique centrale, mais c'est aussi des immigrés venant des pays musulmans et tout immigré de façon générale qui n'est pas de l'Europe du Nord. D'ailleurs, Donald Trump, il fait souvent référence aux Norvégiens. Pour lui, les Norvégiens ont l'air d'être les meilleurs, le meilleur type de personnes qui devraient immigrer aux États-Unis. Là, il y a quand même une contradiction quelque part. Et la contradiction, à mon sens, ça s'explique par deux choses. La première, c'est que tout simplement, comme il l'a dit M. Gérald Olivier, donc les États-Unis ont des atouts militaires, économiques, tout ce qu'on veut. Donc, c'est le pays le plus fort. Son concurrent, il n'a pas dit son ennemi, mais son concurrent, c'est la Chine. Les autres sont classés en dernière position. Mais la question qui se pose, comment ça se fait, d'utiliser cette politique de force par rapport au restant du monde, inclus l'Afrique, inclus ces pays d'origine de l'immigration, et en même temps, on bloque d'une manière assez importante, comme on le sache, leur promotion économique. Est-ce que c'est un destin prescrit, c'est un destin tracé pour que nous vivons encore des années et des années une autre forme de subordination quelque part. Je dis vous faites ce que je dis parce que je suis le plus fort, mais par contre, vous n'avez qu'à subir ce que je vous impose chez vous. Vous n'allez pas me voir chez moi. Est-ce qu'on arrive à schématiser tout ça de la telle sorte, ou bien il y a quelque chose qui m'échappe? Mais M. Didier, je crois que ce qu'il a dit a beaucoup de... Il a tout à fait raison de parler d'une forme de politique qui est de voir l'Amérique sur une grande champ de bataille internationale où se joue la question de la plus grande puissance du monde ou bien des puissances du monde. Cette lutte, cette bataille existe et je crois que ça ne cessera pas. D'ailleurs, l'histoire de l'humanité est replie de luttes de ce genre. Donc, je crois que si on parle simplement de réel politique, il est tout à fait juste de parler de qui est le pays le plus puissant et qu'est-ce que ce pays devrait faire pour rester le plus puissant s'il a envie de le rester. Bon, ça c'est de l'un. Mais est-ce que ça veut dire, comme tu viens de souligner, que ça veut dire qu'un pays peut poser son poids, peut faire peser son poids sur n'importe quelle décision qu'il veut, un peu comme un dictateur sur le reste du monde? Je crois que même les grandes puissances comprennent que c'est pas possible pour plein de raisons qui sont tout à fait pragmatiques. Mais il y a aussi, comme je l'ai souligné tout à l'heure, une question de comment un pays se voit lui-même. Je me souviens lors du début de toute cette immigration de réfugiés, de ce flot de réfugiés qui est venu du Moyen-Orient il y a quelques années. Je me souviens que c'était un grand débat. Le débat, est-ce que, au niveau humanitaire, au niveau humaniste, est-ce qu'on avait le droit de simplement renvoyer des personnes vers la mort ou vers une existence tout à fait inacceptable? Et je crois que beaucoup de la politique européenne qui est venue depuis lors est venue en partie pour une question humanitaire, pour une question
aussi philosophique par rapport à soi-même. Donc, je crois que l'Amérique aussi a cette même crise. Il y a, comme j'ai souligné tout à l'heure, il y a deux formes d'immigrants clandestins qui arrivent aux États-Unis venant du Sud. Grosso modo, deux formes. Il y a celui qui arrive purement parce qu'il a envie de changer sa vie pour le mieux, et celui qui arrive parce que s'il ne vient pas, il se croit en danger de mort. Je crois que le débat est à ce niveau. C'est par rapport à ces personnes-là. Évidemment, plus récemment, c'est par rapport à la petite politique de séparation d'enfants et de parents, mais plus globalement, c'est par rapport à qu'est-ce qu'on fait par rapport à un monde où le chaos existe dans beaucoup de pays et où, dans ces pays-là, il y a des personnes qui pensent que l'Amérique ou l'Europe représentent les exils par rapport et ils sont prêts à risquer leur vie pour trouver une vie où ils ne vivent pas en peur de violence et en peur de mort. Je crois que là, pour le coup, ce n'est plus une question de géopolitique seulement. C'est aussi une question de comment on se voit soi-même et surtout comment est-ce qu'on est, qu'est-ce que ça veut dire d'être un pays? Qu'est-ce que ça veut dire d'être un État? Pour moi, être un État n'est pas simplement l'hégémonie. L'être un État, c'est pas simplement de protéger ses frontières. Et les Américains, Michael, comment ils voient ça? Parce que l'Amérique, ce n'est pas toute l'Amérique qui trompe. Non, mais je crois que il y a beaucoup d'Américains qui sont entièrement d'accord avec la philosophie que je viens de prôner. Du côté de Trump et du côté contre Trump et du côté pro-Trump. Je crois que c'est un grand débat actuellement sur s'il y a tant de schisme aux États-Unis, c'est parce qu'il y a des gens qui sont en train de réfléchir à tout ça. Il y a des gens qui réagissent très fort par rapport à une peur que leur mode de vie ou bien par rapport à ce que leur façon de, disons, leur bien-être puisse changer si le monde change. Donc Trump, il bénéficie d'une action et d'une influence sur ce genre de personnes avec des paroles xénophobes et populistes. Mais n'oublions pas que Trump n'était pas élu par plus de 50% de la population américaine et il n'a pas la majorité des personnes qui ont voté pour lui ni sont pour lui actuellement. Donc ça veut dire que il est en place, il était bien élu correctement et tout ça, mais et ses supporters sont très forts et croient très fermement dans ce qu'il pense et dans ce qu'il dit, et ils sont prêts, comme il le dit lui-même, ils sont prêts à accepter à peu près tout de lui parce qu'ils croient qu'en bout de chemin, il a une vision. Il pense que Trump a une vision qui va faire de l'Amérique un meilleur pays. Et selon vous, est-ce qu'il a une vision, Michael? Est-ce que Trump a une vision? Ben, je suis certain qu'il a une vision. Est-ce que sa façon d'élaborer sa vision est bonne? Ça, c'est la question. Et deuxièmement, est-ce que sa vision elle-même, elle est bonne? Parce que je crois que ce qu'on peut constater, c'est que Trump n'agit pas dans beaucoup de domaines, il n'agit pas comme un politicien typique. Rien qu'à voir comment il agit avec la Corée du Nord récemment. En fait, il était à l'opposé de ce qu'on pense être la diplomatie typique dans ce monde. Est-ce qu'il va avoir des réussites dans cette politique-là, dans cette diplomatie-là? Le temps le dira. Mais dans ce genre de cas, ce qui est certain, c'est que on a vécu pendant des décennies sans résultat, avec la peur qui était, disons, sous-jacente par rapport à la Corée du Nord, et la Corée du Nord faisait partie de l'axis du mal, etc., etc. Donc aujourd'hui, on peut constater que pour un bref moment, on ne sait pas combien de temps ça va durer, Trump a réussi à calmer le jeu. Bon, mais ça, c'est dans un domaine seulement. Et dans plein d'autres domaines, on peut citer les petits moments où Trump, par ses actions, a réussi à avoir un succès. Donc, on ne peut pas lui enlever des succès. Le problème dans tout ça,
c'est que est-ce que ces succès sont plus importants que ces défaites ou bien que ces faillites? Moi, je le crois que non, parce que je crois qu'en même temps, Donald Trump est en train de déstabiliser notre propre réflexion par rapport à l'Amérique. C'est-à-dire que avant Donald Trump, on pensait qu'un politicien et surtout un président, même si on savait qu'il disait pas la vérité à tout moment, il n'allait pas le mettre plein des yeux. Il n'allait pas mettre sa façon de changer de ton, de changer de morale, de changer de créer des contre-vérités. On pensait pas qu'il allait le faire exprès devant nos yeux et qu'il allait lui demander de l'avaler. Donc, sa façon d'être président est une façon qui, pour moi, baisse de beaucoup l'honneur d'être président. Parce que il est en quelque sorte une paraphrase de ce qu'on disait avant sur les rois. L'État, c'est moi. Pour moi, il crée un monde dans lequel, par ses Twitter, par ses paroles, par ses actions, où on est emmené, et même les médias s'en plaignent, on est emmené à toujours regarder ce que fait Donald Trump. Ça obscure beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis. Ça obscure beaucoup de choses qui sont très importantes dans la réflexion au niveau d'un pays, parce que les médias, que ce soit des médias de gauche ou de droite, sont en train de le suivre. Donc, il a créé ce que j'appelle une situation chaotique où on attend la prochaine décision. Non, pas la prochaine opinion, mais la prochaine, disons, idée fantastique que le président Trump va avoir. Écoute, Michael, vous êtes un spécialiste du monde arabe. Hein, parlons des décisions, parlons de sorties du président Trump. Si c'est possible, rapidement, dans 3 ou 4 minutes, j'aimerais bien avoir votre avis sur les trois questions qui sont liées quelque part. Le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. 2, la position de Trump vis-à-vis du Qatar par rapport à l'Arabie Saoudite, et on a vu le virage de l'Arabie Saoudite presque à 180 degrés, mais encore de taille, la vision de Trump vis-à-vis de l'Afrique. Ce sont 3 choses différentes. Justement, ouais, mais rapidement si c'est possible. Juste une explication rapide par rapport à cette vision que vous avez développée jusqu'à maintenant, la vision de M. Trump, où tout le monde le suit par rapport à ces dossiers aussi. Bon, par rapport à Israël, toutes les administrations américaines, et d'ailleurs tous les candidats depuis Clinton qui sont arrivés au pouvoir, sont arrivés au pouvoir en disant qu'ils allaient changer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Donc la politique de Trump, il a dit, puisque tout le monde est d'accord depuis plus de 30 ans à faire bouger l'ambassade, on va le faire maintenant. Donc je ne vois pas, connaissant le bonhomme, je ne vois pas que sa politique de changer l'ambassade est contradictoire à ce qu'il représente. Bon, par rapport à l'échiquier au niveau du Moyen-Orient, je crois que c'est encore un dossier qu'il faut voir dans l'avenir. C'est une action osée et très contestée et très contestable, mais on ne sait pas exactement ce que ça va donner comme résultat. Le Moyen-Orient est dans un désordre tel qu'aujourd'hui, c'est difficile de prédire avec 2 mots, comme tu me demandes, exactement comment ça va finir. Bien entendu. Par rapport à la politique, il est évident que le président Trump s'est mis du côté de l'Arabie Saoudite et de moindre degré du côté des Émirats. Et je crois que leurs attitudes vis-à-vis du Qatar ne fait que miroir par rapport à ce que Donald Trump, pour l'instant, ne va pas contredire ce que veut l'Arabie Saoudite, parce qu'il voit l'Arabie Saoudite comme un outil clé dans la résolution du problème du Moyen-Orient. Je crois que ce que l'Arabie Saoudite aujourd'hui, surtout que Jared Kushner est très proche du prince héritier en Arabie Saoudite, je crois pas que nous allons voir un grand changement. N'oublions pas, néanmoins, qu'il y a une base américaine au Qatar, et de toute façon, ça m'étonnerait très fort que les jeux
sécuritaires de l'Amérique vont faire en sorte à ce qu'ils tournent le dos au Qatar. Bon, mais ça, encore une fois, moi j'ai dit ça très succinctement, il y a beaucoup plus de choses à dire. Par rapport à l'Afrique, c'est assez intéressant parce que pendant de longues années, l'Amérique son attitude par rapport à l'Afrique était surtout basée sur d'abord une relationnelle très liée à l'humanitaire et très secondairement liée à l'économie. Plus récemment, il y a eu une décision, mais à travers beaucoup d'années d'efforts, de renforcer militairement, par exemple, les relations avec différents pays allant de télécommunications au Niger et je crois que la relation militaire avec l'Afrique, surtout dans le monde de l'Afrique, sous le régime d'Obama, mais petit à petit, le président Trump l'a renforcé. Mais plus récemment encore, il y a eu la compréhension que la Chine était rivale de taille. Si cette politique va aboutir l'influence en Afrique, bon, il est, à mon avis, justement, donc rendez-vous pris avec Michael Curtier, si vous l'acceptez bien, d'être notre invité d'ici peu pour parler effectivement de cette politique américaine en Afrique, vu l'influence de la Chine en Afrique et vu les mouvements qui sont à l'intérieur intra-africain, entre les pays de la CEDEAO, le Maghreb et autres. Et j'aimerais bien qu'on approfondisse le débat, si vous l'acceptez bien, avant les vacances d'été. Comme ça, le tour de la question américaine sera fait pour parler sur cette nouvelle façon de gérer le monde avec, bien sûr, à la tête de la plus grande puissance mondiale, Monsieur le Président Trump. Michael, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et je vous dis à très bientôt. Mais merci Ablatif, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt, Michael. À très bientôt. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel, un fait. Arc-en-ciel, animation festive.